Voilà, alors Monsieur Lebrun, y a-t-il un numerus clausus pour les populations humaines sur notre planète? Oui, si vous voulez, ou le micro que vous avez devant vous. Oula, Proposez, oui, comme, bon, comme vous voulez. faudrait peut-être que j'ai le... Ah, oui, voilà. Très bien. Bien, bah, écoutez, merci de m'avoir invité à parler de ce sujet. C'est d'autant plus méritoire pour des Normands que je suis breton, mais j'oublierai ces détails, puisque je vais parler de la population du monde. Donc, bretons, normands, français, chinois vont être mêlés. De temps en temps, je vais les distinguer, mais pas très souvent. Je vais d'abord vous montrer où on en est du point de vue de la population mondiale. Et puis, après l'avoir vu, ou du moins après avoir vu ce que disent les grandes institutions au sujet de l'évolution dans les années à venir, et notamment, vous avez vu, jusqu'en 2050, on en a beaucoup parlé à la fin de l'année dernière, puisqu'on avait atteint le 7 milliardième humain, paraît-il. Je me demanderais comment juger de la qualité de ces prévisions. Donc ça sera un petit peu plus critique. Et c'est important parce que le second sujet que j'aborderai, comme vous l'avez vu, c'est les subsistances. Donc, en fonction de l'importance de la population mondiale dans les décennies à venir, est-ce que la Terre pourra faire face? Et là, vous savez que on entre dans un très ample débat qui a précédé d'ailleurs le débat maintenant sur le climat. Alors, ce 7 milliardième humain, faut être prudent parce que on est sans doute entre 6 milliards 800 millions et 7 milliards 200 millions d'habitants. Voilà à peu près le... C'est assez précis, mais d'aller dire que qu'il y a un 7 milliardième, le jour où soi-disant ce 7 milliardième humain apparaissait, j'ai eu un coup de téléphone d'une radio qui me disait, bon, voilà, on a un problème parce que les Nations Unies disent que c'est une Indienne et les ONG prétendent que c'est une Philippine. Quel est votre avis? Alors j'ai dit, c'est sans doute, ça pourrait être une Corse. Donc il vaut mieux à une question délirante répondre de façon délirante. Ceci dit, quand on regarde ce souci sur l'avenir de la population mondiale, on s'aperçoit, et c'est mon entrée en matière, qu'il est très ancien. La plus ancienne tentative de mesurer ce qui allait arriver à l'humanité est le fait du fondateur de la démographie. Ça ne s'appelait pas la démographie à l'époque, ça s'appelait l'arithmétique politique, et c'était un Anglais, William Petty, qui était un élève un assistant du très grand philosophe Thomas Hobbes, qui a écrit le Léviathan. Et William Petty a été assez actif et il a fait un petit texte en 1683 pour essayer de calculer quelle était la population totale qui avait vécu depuis Adam et Ève sur Terre et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Et pourquoi s'intéressait-il à ce sujet? C'est parce que il voulait montrer que les païens, les agnostiques, les mécréants avaient tort en se moquant des Écritures quand ils disaient qu'il n'y aurait pas assez de terre sur terre au moment du jugement dernier pour refaire tous les corps de ceux qui avaient vécu. Il y aurait trop de monde, donc il n'y aurait pas assez de terre. Pour répondre à cette question, il a eu l'idée, c'est la première fois dans l'histoire, de calculer combien d'hommes avaient vécu et combien vivraient. Alors comment a-t-il fait? Je vous le montre ici, c'est une copie de son petit texte. Il est parti d'Adam, alors je ne l'ai pas mis pour ne pas rallonger, et il a procédé par doublement de population, et puis il est arrivé au moment du déluge, et là il a remis le compteur à 8, comme vous voyez, parce que tous les autres étaient disparus noyés,
Il ne restait plus que Noé, sa femme, et leurs 3 fils et les 3 femmes. Et puis il est reparti, vous voyez, en calculant en temps de doublement, et il a fait coïncider cela, parce que c'était de bons connaisseurs des Écritures, avec les dates de la Bible. Il arrivait, pour son époque, à peu près 320 millions d'habitants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est le premier à avoir eu l'idée qu'il y avait une population humaine. Et là, c'est relatif à une idée d'égalité des hommes qui est de façon assez fondatrice dans justement la grande œuvre de son maître, Thomas Hobbes, le Léviathan, qui est vraiment central en termes de philosophie politique. Auparavant, bizarrement, l'idée de population n'existait pas. On comptait séparément certains groupes humains, les citoyens, ou on comptait aussi les esclaves, parce qu'ils étaient considérés comme des marchandises, mais on n'avait pas l'idée de mettre ensemble toutes les catégories de la population, de les considérer comme humaines. Ça ne commence qu'en ce milieu du XVIIe siècle, et avec notamment William Petty. Et le plus intéressant, il se demande, et ça c'est une question tout à fait moderne, quand est-ce que ça va se terminer? Alors il sait que ça va se terminer parce qu'à l'époque, on est persuadé que la fin des temps est proche. Vous vous souvenez que un peu plus d'un siècle auparavant, les anabaptistes se sont enfermés dans Münster pensant que la fin du monde serait pour l'année suivante. Quand on voit les quinzaine d'années plus tard, quand Luther écrit ses Tischreden, ses discours de table, ses propos de table plus exactement, dans l'un d'entre eux, il dit « Je pensais que la fin du monde arriverait dans 10 ans, mais à la vitesse avec laquelle les choses se dégradent, je pense que ça sera plus rapide. » Si vous prenez au début du XVIIe siècle, le fondateur, le baron Napier, qui fonde les logarithmes népériens, écrit un livre sur la date du jugement dernier. Il le situe entre 60 et 80 ans dans les années à venir. Donc l'idée que la fin des temps est proche est une idée extrêmement commune. Ça durera longtemps. Newton va passer une partie de son existence à chercher à calculer quand la fin des temps arrivera. Et donc là, de ce côté-là, Petty est tout à fait dans l'esprit de son époque, mais en même temps, il se pose la question de façon démographique tout à fait nouvelle. Il estime que la fin des temps viendra, dit-il, au bout de 5 redoublements de population à partir du moment actuel, ce qui fait à peu près 1500 ans, donc il recule le temps, et quand, dit-il, la terre sera entièrement remplie. C'est-à-dire lorsqu'il y aura 2 personnes par acre cultivable. Ça fait 4 personnes par hectare, 400 habitants au kilomètre carré. C'est beaucoup, mais à l'époque, par exemple en Normandie, justement, on a des chiffres où on a atteint des densités rurales de l'ordre de 200 habitants par kilomètre carré. Et la Normandie n'était pas l'endroit le plus pauvre de France à cette époque. Donc, il fait ce calcul, 5 redoublements, ça lui donne 14 milliards d'habitants. C'est intéressant parce qu'il n'est pas loin de chiffres actuels. Et il dit, à ce moment-là, comme il est écrit dans les Écritures, il va se produire de grands troubles. Donc ça y est, à ce moment-là, on a atteint les 14 millions et c'est l'Apocalypse qui commence. C'est d'ailleurs tout à fait la croyance des Mormons actuels, dont peut-être le futur président des États-Unis sera issu. Mais en même temps, très vite, son calcul est repris, et notamment par un autre grand savant, Leeuwenhoek, qui va être le premier, qui est aussi au fond un démographe, lui, puisqu'il va être le premier à observer des spermatozoïdes au microscope, et qui va reprendre le calcul et confirmer le calcul de Petty. Donc l'idée que la Terre peut nourrir de cet ordre de population est quand même une idée assez ancienne, et elle va progressivement amener à une construction de la démographie, mais en même temps, elle va aussi amener à l'idée qu'on risque de ne pas atteindre cette période. Et de ce point de vue-là, le personnage important va être Malthus. Et Malthus, et après ça j'aurai terminé de mon introduction historique, nous irons vers le futur, mais il faut voir que le futur est nécessairement à être considéré à partir du passé. Et
Malthus va remettre en question cette histoire de subsistance et dire, ben non, il n'y a peut-être pas assez de quoi nourrir. Et il va écrire un essai en 1798 qui s'appelle Essai sur le principe de population, et dans lequel il va développer un argument qui est assez puissant, contrairement à ce que l'on pense souvent. Il va décrire, je vais vous lire un passage, ça va être un tout petit peu long, c'est le seul passage que je lirai, mais ça va vous montrer ce qu'est réellement l'idée de Malthus à propos de la population. Ça se trouve dans le chapitre 2 de son livre, tout le monde peut le lire, c'est vraiment, on le trouve en librairie, c'est assez simple et c'est très différent de ce qu'on appelle le malthusianisme en France, où on imagine toujours que ça va venir buter contre une limite des subsistances ou des matières premières. Alors voilà ce petit chapitre où Malthus décrit le rapport entre les populations et les subsistances. Il dit, voilà ce qu'il écrit: nous supposerons que dans un pays donné, les moyens de subsistance soient juste suffisants pour entretenir sans peine les habitants. La poussée constante de la population, que l'on voit se manifester même dans les sociétés les plus dissolues, accroît, oui c'était un pasteur, accroît le nombre des hommes avant que les moyens de subsistance ne se soient accrus. Par conséquent, la nourriture qui auparavant faisait vivre 7 millions d'hommes doit maintenant être répartie entre 7 500 000 et peut-être 8 millions. Les pauvres vivent alors nécessairement beaucoup plus mal et nombre d'entre eux sont réduits à une extrême misère. Le nombre des travailleurs étant également en excès par rapport à l'emploi disponible sur le marché, le prix du travail ne peut qu'avoir tendance à baisser, tandis que dans le même temps, le prix des produits alimentaires tend à monter. C'est 1798, c'est pas 2012. Le travailleur doit donc se donner plus de peine pour gagner autant qu'auparavant. Pendant cette période de misère, les raisons de ne pas se marier et la difficulté d'entretenir une famille sont si grandes que la population stagne. Dans le même temps, le bas prix du travail, l'abondance des travailleurs et la nécessité où ils sont d'intensifier leur activité insistent les agriculteurs à employer davantage de main-d'œuvre sur leurs terres afin d'opérer de nouveaux défrichements et de fumer et amender plus à fond ce qui est déjà en culture, jusqu'à ce qu'enfin les moyens de subsistance redeviennent à la mesure de la population comme ils l'étaient à la période initiale. La condition du travailleur étant alors à nouveau passablement satisfaisante, les entraves à l'accroissement de la population se relâchent dans une certaine mesure et ces mêmes mouvements de recul et de progrès du bien-être se répètent. C'est un très beau texte parce que vous voyez, je vais l'illustrer juste rapidement. Vous voyez, au début, il y a l'idée que les subsistances sont constantes. C'est vrai que s'il y a de quoi nourrir tout le monde, il n'y a pas de raison d'accroître la production de subsistance. Après tout, c'est la PAC d'autrefois, de la politique agricole commune. Et puis, la population, pendant ce temps-là, augmente et puis elle vient buter contre les subsistances. Ça continue pendant encore quelque temps. Et à ce moment-là, c'est la misère dont parle Malthus et la population se stabilise, mais en même temps, vous l'avez vu, elle accroît le fond, elle accroît la surface, ou bien elle accroît les rendements, et donc la production reprend, qui est en rouge, la production de subsistance, et à nouveau, vous voyez, on est reparti dans ce cycle. Si je vous montre cela, c'est que vous voyez qu'en contrairement à ce qu'on pense, Malthus est un partisan de la croissance. Il croit simplement que la croissance est modérée. Il est même partisan de la croissance au point qu'il dit s'il n'y avait pas ce principe de population, l'homme n'aurait pas d'histoire. Il resterait, dit-il, comme des bergers d'Arcadie à attendre paresseusement le lendemain. Il n'y aurait pas de progrès humain. Or, il faut qu'il y ait un progrès humain à l'époque de Malthus. Et pourquoi faut-il qu'il y ait un progrès humain? Parce que sinon, l'homme est éternellement sur terre, donc le mal est éternellement sur terre, et donc Dieu, qui est éternel, a créé le mal éternel, ce qui est incompatible avec sa bonté, et donc nécessairement le séjour sur terre est limité, et il est limité par l'Apocalypse, c'est l'eschatologie. Et donc le principe malthusien, c'est le principe qui nous fait marcher vers l'Apocalypse. On est encore dans la vieille vision, dans celle que je vous ai montrée avec Petit, mais Malthus est absolument le dernier dans cette vieille vision, ou peut-être les climatologues le suivront maintenant, mais il est le dernier parce qu'en 1798, il y a eu non seulement la Révolution française, mais des grands auteurs, et le sous-titre du livre de Malthus, c'est « Essai sur le principe de population », donc le principe c'est ce que je viens de vous montrer, et rien d'autre,
Et la suite du titre, c'est « En tant qu'il influe sur le progrès futur de la société, avec des remarques sur les théories de M. Godwin et de M. Condorcet ». Et bien sûr, parce que Condorcet avait été le premier à écrire que sans doute l'humanité allait vers un progrès, il n'a pas dit infini, il a dit indéfini. Mais c'est tout à fait nouveau et à la même époque, juste après Condorcet, Robespierre, dans un célèbre discours, va dire la même chose, c'est-à-dire désormais le futur est ouvert, désormais il y a progrès, désormais il n'y a plus cette idée qu'on va venir buter sur une fin des temps. On croit encore au début des temps, à Adam et Ève, on est créationnisme pratiquement jusqu'à ce que Darwin publie l'évolution des espèces, mais au moins on ne croit plus à la fin des temps. Donc vous voyez que les questions démographiques sont apparues et nécessairement sont développées dans un climat idéologique. C'est presque toujours la démographie est présentée avec des chiffres, mais il ne faut pas oublier que ces chiffres sont intéressants, et j'ai commencé par un 7 milliardième, mais il ne faut pas oublier que derrière ces chiffres, on est dans des idéologies très vastes, on est dans une époque, on est plongé dedans, et il est, vous le verrez, souvent très difficile d'y échapper. Donc, entrons maintenant dans le présent, une fois que j'ai pris un petit peu de temps avec ces deux auteurs passés. Vous voyez que la façon dont est posé le débat, c'est une relation entre population et subsistance. Donc entre d'un côté, on va voir ce que devient la population, de l'autre côté, ce que deviennent les subsistances. Et l'essentiel de ma conférence va être de vous montrer que c'est une mauvaise façon de poser le problème. Donc je vais le révéler progressivement, mais je vais commencer sagement par la population, puis passer aux subsistances, et c'est là qu'on verra qu'il faut poser le problème assez différemment. Alors, que sait-on de la population? Eh bien, les Nations Unies effectuent des prévisions qu'elles appellent projections, prudemment, depuis un certain temps, depuis 1963 en fait, et c'est des prévisions qui sont faites par la division de la population, qui est une division des Nations Unies, qui consulte tous les pays du monde, qui prend leur avis, qui leur soumet des esquisses. Donc c'est un processus qui déjà est assez politique. Les Nations Unies cherchant à avoir un certain, non seulement consensus des pays, mais une certaine harmonisation de ce qui se passe dans le monde. Et puis, une fois ce travail fait, tout est additionné et ça donne des esquisses globales. Alors voilà la dernière, qui est toute récente, qui vous montre que c'est une hypothèse haute. Les Nations Unies prennent trois hypothèses, haute, moyenne et basse. Vous voyez que la haute nous amène aux environs de 11 milliards d'habitants en 2050. Il y en a une moyenne, c'est celle dont tout le monde entend parler, qui nous amène autour de 9,3 milliards. Et c'est la troisième qui m'intéresse. Vous voyez qu'il y a une troisième hypothèse faible, plus basse, et où la population du globe plafonnerait vers 2040-2045, puis commencerait lentement à décroître. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est l'idée que, sans doute, l'explosion démographique est en train de se terminer. Elle peut peut-être se poursuivre, c'est la première hypothèse, mais la seconde est plus vraisemblable, et la troisième, à vrai dire, actuellement, le sentiment général est qu'on est entre la deuxième et la troisième. Donc, peut-être on dépassera les 8 milliards, peut-être 8 milliards 5, mais sans doute on aura du mal à atteindre 9 milliards et après, logiquement, la population pourrait diminuer. C'est d'ailleurs une idée plus ancienne, puisqu'un célèbre professeur de l'université normande de Caen, Pierre Chaunu, avait d'ailleurs eu de l'émotion à cette idée et avait calculé quand est-ce que le dernier humain disparaîtrait. Alors je vous rassure, son calcul, qui est l'inverse de Petit, disait que ça serait dans 600 ans, donc on a encore un peu de temps. Alors, quand on regarde de près, je vais juste vous montrer, c'est une exploitation des Nations Unies, mais ça montre dans le monde ce qui se passe, ou du moins ce que les Nations Unies et les nations elles-mêmes pensent qu'il va se produire jusqu'en 2050. Vous voyez que pour les États-Unis, la population aura tendance à s'accroître, c'est un peu à l'image du reste du monde, mais elle a plutôt tendance à s'accroître. C'est, vous le savez, assez largement le fait de l'immigration, mais aussi d'une fécondité qui est de l'ordre de 2 enfants par femme. Voilà la Russie. J'ai mis les deux pays parce qu'au fond, on les opposait jusqu'à la chute du mur, mais vous voyez que maintenant, leurs destins sont très différents. La population russe diminue et dans aucune hypothèse, elle ne redémarrerait, ça se stabiliserait
peut-être autour de 140-145 millions d'habitants, mais pas plus. Si vous mettez à côté de ça l'Union européenne, vous voyez qu'elle surpasse les deux autres blocs de pays développés. Mais quand vous regardez maintenant l'Union européenne par rapport à Brésil, Russie, Inde, Chine, là aussi, vous voyez que la disproportion est très très grande. L'Union européenne va rester plus ou moins stable si elle continue à exister et si la démographie se poursuit de la même manière, autour de 500 millions d'habitants. Et puis, la population des pays émergents va rapidement augmenter, mais vous voyez que même dans l'hypothèse moyenne, elle devrait se stabiliser. Dans un instant, on comprendra pourquoi. Voilà, à côté de cela, la seule partie du monde, sur mon cadran, je vois mal, ouais, c'est bien, la seule partie du monde où qui est l'Afrique subsaharienne, où la population va continuer à s'accroître. Vous voyez que l'hypothèse est qu'elle serait comprise en 2050 entre 1,5 milliard et 2 milliards. Bien sûr, c'est beaucoup, mais c'est un très grand continent avec d'énormes ressources et une très grande surface. Les densités, même en 2050 en Afrique, n'égaleront pas du tout les densités actuelles en Asie du Sud-Est. Alors, on entre dans le vif du sujet. C'est très beau de montrer ce qui va se passer au sens des Nations Unies, mais qu'est-ce que ça vaut? Et pour voir ce que ça vaut, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais reprendre des prévisions qui ont été faites par les Nations Unies depuis 1963 et regarder est-ce qu'on a bien observé ce que l'on devait observer. Et je vais vous les tracer tout ensemble. Donc voilà un premier exemple où vous voyez les prévisions qui ont été faites en 1963, puis celles en 68 en bleu clair, puis celles en 90 en orange, 94, 2004, et puis les dernières qui sont en 2010. Là, vous avez une certaine confiance, alors puisque progressivement on progresse dans le temps, vous voyez qu'on ne s'est pas beaucoup trompé globalement. Les tendances quand même, regardez, si on est en 1968, on a l'impression que l'explosion est vraiment en cours. Et puis, vous voyez qu'en 2004, on sent qu'elle commence à légèrement se tasser un petit peu, mais quand même, il y a un freinage. Et par contre, si on prend un pays particulier, voilà un pays comme l'Iran. Et là, on voit mieux la relativité de ces prévisions. Vous voyez qu'au début, l'Iran, on pense que la population s'accroît vite, 1968, 1973. Regardez la 1990, à chaque fois, la croissance paraît plus forte que ce qu'on a prévu auparavant. Regardez, en 1994, les Nations Unies estimaient que la population iranienne atteindrait à peu près 180 millions d'habitants en 2050. Puis tout d'un coup, là, en 2004, ça devient beaucoup plus timide. Et regardez 2010, eh ben, en 2010, ça plafonnerait vers 85 millions d'habitants. Donc, dans l'espace de 16 ans, entre 1994 et 2010, eh bien, les prévisions sur 2050 en Iran sont passées du simple au double. C'est quand même absolument énorme. Remarquez que si la même chose se produit maintenant, dans 16 ans, on sera en 2026, peut-être alors qu'on retrouvera un niveau aussi haut, peut-être que ça sera encore 2 fois plus faible. Qu'est-ce qui s'est produit? L'Iran a-t-il de mauvaises statistiques? Non, les statistiques iraniennes sont des bonnes statistiques. Il y a peu de problèmes là-dessus. Ce qui s'est produit, c'est que jusqu'en 1985, la fécondité en Iran, c'était 6 enfants et demi par femme, en moyenne. L'arrivée de Khomeini n'avait rien changé à la chose. Sous le Shah, c'était 6 enfants et demi. À partir de 1968, c'est 6 enfants et demi. Tout d'un coup, en 1985, ça commence à baisser. Et ça commence à baisser à toute allure. Et on arrive en 2005, il ne reste plus que, si on peut dire, 2 enfants en moyenne par femme. Et le chiffre actuel, c'est 1,65, le chiffre le plus récent qu'on a. Donc nettement au-dessous, par exemple, de la fécondité en France, en Angleterre, en Suède ou dans des pays d'Europe. Et simplement, vous voyez que
les prévisionnistes des Nations Unies ont mis du temps à assimiler ce changement. Encore en 94, alors que déjà ça fait près de 10 ans que la fécondité baisse, ils n'y croient pas. Ils continuent à faire une prévision très haute. Ils n'y croient pas aussi parce que l'Iran fait peur. Et qu'est-ce qui fait peur dans un pays? C'est aussi qu'il ait une grosse population. Donc l'idée qu'on va supposer que non, ça y est, c'est un peu fini, et pas du tout en 94 de mise dans les couloirs de la division de la population. Simplement, vous voyez, quand on arrive en 2004, que là, on commence à se dire, bon, il faudrait peut-être prendre au sérieux cette baisse qui est continue, et on est à des niveaux déjà tellement bas. Alors, bien sûr, en 2004, on ne connaît pas encore les chiffres récents, on connaît, mettons, les chiffres de l'année 2000, mais dans l'année 2000, on devait être à 2,3 ou 2,4 enfants en moyenne par femme. Ça paraît une baisse qui ne se retournera pas. Donc là, on change de tactique, et vous voyez que arrivé en 2010, donc à la toute récente prévision, cette fois-là, allez, on pense que la population de l'Iran va encore croître assez légèrement parce qu'elle est jeune, mais que ça va se stabiliser et stabiliser à un niveau 85 millions d'habitants, qui n'est pas un niveau de surpopulation très grand. Donc vous voyez qu'il y a une très grande incertitude dès qu'on entre à un niveau plus fin. J'ai pris l'Iran, mais j'aurais pu prendre d'autres pays, et après tout, j'aurais pu prendre un pays qui est la France. Là, la France aussi a des bonnes statistiques. Regardez ce qui se passe pour la France. Vous voyez la prévision de 1963, on est dans le baby-boom. 73, on ne se rend pas compte encore, pourtant la fécondité a baissé, mais on est persuadé que le baby-boom, 68 aussi, on y est. 73, on pense que le baby-boom, il y a un petit à-coup, mais on n'arrive pas à admettre, et l'INSEE est en discussion avec la division de population, ce n'est pas des élucubrations à New York, la division de la population, tout ça est décidé en commun. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit, et là on est en 1990, puis en 1994, que la fécondité est devenue faible. Vous savez qu'à l'époque, l'indice de fécondité tombe aux alentours de 1,75, et du coup, on en prend acte et on décide que désormais, la fécondité de la France va être faible, d'où un plafonnement de la population. Vous le voyez dans la courbe de 1994. Oui, vous voyez que ça fait un plafonnement vers 2035, et puis la population française devrait ensuite commencer à diminuer. En 2004, c'est la même chose, mais il y a une petite reprise. Vous vous souvenez que, effectivement, à partir de 1995, la fécondité remonte assez lentement. Donc on en tient compte et on remonte un petit peu, mais on pense toujours qu'à terme, la fécondité va être faible. Et il faut attendre 2010 pour qu'on se dise, non, ça y est, les 2 enfants en moyenne par femme qu'on observe depuis une dizaine d'années, ça doit être du solide. Et donc, si on y ajoute de la baisse de mortalité et des migrations, eh bien, la population devrait continuer à s'accroître. Et regardez quand même, à nouveau, en 16 ans d'écart, la prévision française est passée pour 2050 de à peine un tout petit peu plus de 60 millions d'habitants de 2050 à plus de 75 millions. C'est pas rien, c'est pas la même France qui est décrite de cette manière-là. Autrement dit, et vous le voyez, les courbes s'écartent très vite quand on fait des prévisions de population. Donc, si on fait une prévision à 5 ans, à 10 ans, on a une certaine sécurité. Mais si on va plus loin, on est dans une très grosse incertitude, et ce n'est pas la présence de chiffres avec des tas de décimales derrière les virgules qui doit nous rassurer. Là, je vais passer assez vite parce que c'est pour expliquer une petite chose, c'est comment font les Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée qui est très généreuse, qu'il y a convergence des modes de vie et que le monde entier va se comporter de la même manière. Là, c'est la fécondité telle qu'elle est prévue dans des pays aussi différents que le Nigeria, le Japon. Et les Nations Unies pensent que vers à peu près 2100, tout va être à peu près au même niveau de fécondité. Le monde sera enfin uni sous la coupe des Nations Unies. Alors, c'est un dernier exemple de cela, mais c'est pour aller un cran plus loin vers des questions plus idéologiques. J'ai mis sur ce graphique 2 choses. J'ai mis la projection de 94 pour la Chine et pour les États-Unis, c'est ce que vous voyez en trait continu, et j'ai mis la projection faite en 2010 par les Nations Unies,
Et ils ont poursuivi de 2050, ils sont allés jusqu'à 2100. En 1994, ils s'étaient arrêtés en 2050. Regardez la figure de l'équilibre mondial, puisque c'est les deux plus grandes puissances, on peut le dire actuellement, qui se profilent. Quand vous êtes en 94, on voyait que les États-Unis ont l'air de plafonner en 2050 vers 300 millions d'habitants. Et la Chine est à de l'ordre de 1 milliard 600 millions d'habitants. Les États-Unis sont, qu'est-ce que disent ces chiffres pour la personne qui les lit, et elle peut les lire sur des sites internet, elle peut le lire dans le journal, ça dit que les États-Unis seront ils représenteront moins du 5e de la Chine en termes de population. Ça veut dire que le rapport de population entre les États-Unis et la Chine va être en 2050 comme celui entre la Belgique et la France. La Belgique sera l'équivalent des États-Unis d'une Chine qui serait l'équivalent de la France. Il y a quand même pour l'Américain moyen de quoi réfléchir. Et puis, qu'est-ce que nous dit la projection 16 ans plus loin, 16 ans plus tard, qui va jusqu'en 2100? Ça y est, comme les Chinois, avec leur enfant unique, ils ne sont pas l'enfant unique, mais ils sont à 1,6 enfants par femme, et c'est très stabilisé. Même dans les régions, il y a quelques expériences actuellement où on a retiré quelques districts où on a retiré la politique de l'enfant unique, et en fait, ça y est, c'est entré dans les mœurs. Je pourrais en dire plus d'ailleurs à ce sujet. Et donc, la Chine, l'idée générale est que sa population va diminuer. C'est aussi en partie l'idée des Chinois. Mais vous voyez que là, arrivé en 2100, c'est très sérieux la diminution, puisqu'il reste de l'ordre de 950 millions de Chinois, alors que les Américains, au contraire, s'accroissent beaucoup plus et atteignent pratiquement 500 millions. Ce n'est pas la même vision des choses. Ça veut dire que maintenant on nous dit, à terme, en 2100, eh bien, il y aura un Américain à peu près pour 2 Chinois. C'est à peu près équilibré, bien sûr, les Chinois sont plus nombreux, mais c'est quand même pas du tout comme ce qu'on vous disait en 1994. Donc, sous leur apparente objectivité, ces prévisions portent des représentations qui peuvent influencer profondément les populations et aussi les politiques, avec tout l'aléa que je vous ai montré. Dernière chose, et on va entrer encore plus dans des questions de représentation et d'idéologie, je repars de cette histoire des 7 milliards d'habitants qui a quand même été présentée comme la poursuite de l'explosion démographique, et c'est vrai, si vous cernez la partie connue, oui, j'avais fait le graphique jusqu'à l'année précédente, vous voyez que la croissance de la population se poursuit, donc l'idée est que l'explosion se poursuit. Mais il y a un autre graphique qu'on aurait pu vous montrer, qu'on aurait dû vous montrer, qui est le graphique du taux de croissance de la population mondiale depuis une cinquantaine d'années. Regardez ce que donne ce graphique. Voilà le taux de croissance de la population mondiale depuis, vous le voyez, 1950. Ça monte, ça culmine vers 1970 à 2,1% de croissance. Ça veut dire qu'à cette époque-là, la population mondiale doublait tous les 35 ans, même un peu moins de 35 ans. Et puis ensuite, vous êtes obligé de constater une chose, c'est que ça diminue. Et ça diminue relativement régulièrement. Il y a une petite pause dans les années 80-90, mais ensuite, la baisse est très sensible. Et je vous ai fait deux petites droites. C'est juste, si on fait une régression linéaire, un alignement des 5 derniers points, ou bien de tous les derniers points depuis le sommet, c'est là où on arrive. Et vous voyez que on arrive en prolongeant à un taux de croissance nul entre 2040 et 2050. Taux de croissance nul, ça veut dire que ça y est, on a atteint le maximum de la population mondiale. Et ce graphique-là me semble être beaucoup plus juste pour décrire ce qui se passe dans le monde que le chiffre de 7 milliards et que le fait qu'on montre cette croissance qui se poursuit. Elle se poursuit, mais de plus en plus lentement. C'est ça l'information importante. Mais ceci dit, il faut continuer à faire peur de l'explosion démographique. Je vous mets juste un autre exemple on pourrait dire presque de propagande. C'est le numéro du Times Magazine en 1960 où on décrète qu'il va y avoir une explosion de population. That population explosion.
Je pourrais vous commenter pendant longtemps cette couverture qui est absolument magnifique parce qu'on y voit toutes ces femmes du tiers-monde qui sont dessinées de la façon la plus traditionnelle, arriérée, on pourrait dire, et elles ont l'air de souffrir d'avoir tous ces enfants. Et puis regardez sur le côté, vous avez les femmes du monde développé. Alors là, au contraire, elles sont heureuses. C'est la famille à 2 enfants et les 2 enfants ont poussé, puis il y a un chariot, là, il y a de la consommation. Mais en même temps, elles sont, vous voyez, je les ai cernées en bleu, elles sont repoussées dans un coin parce qu'il y a cette explosion démographique. C'est une image qui est magnifique de ce qui se passe, de la perception qu'on va avoir à cette époque. Autrement dit, c'est cette explosion démographique qui menace notre mode de vie sur la planète. Eh bien, c'est sans doute très largement une idée de propagande, parce que ceux qui sont là en train d'avoir l'air malheureux d'avoir des enfants, là, tout ce tiers-monde ou tout ce sud, lui ne pense pas que la cause de ces malheurs, c'est l'explosion démographique, il pense que c'est l'injustice de la répartition mondiale qui est la cause, et c'est la surconsommation des riches. Et je vais vous montrer que sans doute, pour la question des subsistances, c'est eux qui ont raison plus que nous qui avons raison avec l'explosion. Alors, on entre dans les subsistances. D'abord, est-ce qu'on va manquer, avec cette explosion, est-ce qu'on va manquer de nourriture? Je vous ai mis ici la croissance de la production de céréales sur Terre et la croissance de la population depuis longtemps, depuis 1960. C'est des statistiques qu'on trouve facilement. Il y a l'organisation de l'agriculture, l'Organisation internationale de l'agriculture, la FAO, publie des statistiques qui, bon, il y a des critiques qui peuvent être faites bien sûr, mais il y a vraiment un beau volume de statistiques assez cohérentes et dont on peut tirer ces chiffres. Alors bien sûr, la population évolue beaucoup plus régulièrement parce qu'il n'y a plus beaucoup de catastrophes, tandis qu'il reste des années qui sont propices au rendement et d'autres non pour des catastrophes naturelles en ce qui concerne la production agricole. Mais vous voyez que la production agricole a augmenté en moyenne et la production de céréales plus rapidement que la population. Autrement dit, la disponibilité moyenne de vivre sur Terre a augmenté par humain. Donc vous vous dites, mais comment se fait-il que il y a encore autant de mal nourris et autant de personnes qui souffrent de la faim dans le monde? Vous savez que leur nombre augmente, leur proportion a, paraît-il, légèrement diminué, mais leur nombre augmente. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour savoir ce qui se passe, là je vous passe sur les prix, il faut prendre, et ça va être le dernier point sur lequel je vais m'arrêter assez longuement, il faut regarder à la fois la production et la consommation de nourriture. Et les données permettent de regarder. Alors, pourquoi les données de la FAO sont relativement bonnes? C'est si on se fiait seulement à des données administratives, il faudrait se méfier, mais désormais elles sont contrôlées notamment par satellitaire, c'est-à-dire les images satellitaires permettent de contrôler les rendements annoncés, les récoltes, les surfaces emblavées et ainsi de suite. Donc on a une relative sécurité dans les chiffres. Et voilà ce que donnent les chiffres. Ils donnent, et je vous ai mis tous les chiffres que je vais vous montrer, je les ai mis en calories par personne et par jour, parce que ça me paraît plus parlant que ce qu'on donne souvent, qui est la production totale. Alors, la production totale, elle est en, le mot n'est pas très heureux, elle est en pétacalories. Ça veut dire 10 puissance 15 calories. Donc là, personne ne se rend compte de ce que c'est que 10 à la puissance 15. Ça doit être 1000 milliards de milliards ou un truc comme ça. Tandis que là, c'est ce qu'il y a chaque jour. Et ce que je vous ai mis en vert, c'est la production qui a été mesurée. Eh bien, vous avez par personne et par jour dans le monde, c'est des chiffres, les chiffres ne sont pas toujours les plus récents, je crois il me semble que ceux-là sont de 2009, qui étaient les données les plus récentes pour la production, mais disons que ça varie relativement peu d'une année à l'autre, ou du moins l'évolution est assez lente. Et vous voyez que 3000 kilocalories par personne de céréales sont produites, et que pour les autres végétaux, les autres végétaux, c'est les légumes, c'est les fruits, c'est le soja, c'est la canne à sucre. Vous voyez qu'il y a 2000 calories, donc on a 5000 calories, et puis il y a de la viande qui est produite. Alors je vous ai mis des espaces naturels, il y a des prairies, puis il y a la mer, il y a la pêche, et on sait que le résultat, c'est 500 kilocalories qui sont disponibles
à partir des animaux. Et donc, vous voyez, 2000 plus 3000, ça fait 5000. Il y a 5500 kilocalories par personne. Or, quand on mesure la consommation, et elle est mesurée la consommation moyenne par pays, par type de nourriture, on trouve 2800. Donc, et ça a été ma surprise quand j'ai fait mon premier travail sur ce sujet, qui a été, c'est un livre que j'avais publié en 94, qui est en livre de poche dans la collection Champs, qui s'appelait Les limites de la planète. Il s'appelle toujours Les limites de la planète. Et j'avais commencé par là, j'avais fait le calcul de la production et je m'étais aperçu qu'on produisait 2 fois plus qu'on ne consommait. Donc là, il y a un vrai problème. Et c'est ce problème-là qu'il faut explorer. Parce que qu'est-ce qui se passe entre cette production et cette consommation? Ce qui se passe, vous avez maintenant de livres très intéressants qui ont été publiés récemment, par exemple celui de Marion Guilloux, qui est la directrice de l'INRA. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous n'avez pas, et c'est ça le fond de ma petite démonstration, vous n'avez pas une production et une consommation, mais vous avez un système de production, et un système qui est très complexe, et que je vais un tout petit peu détailler. C'est à nouveau des calories, des kilocalories, hein, c'est le terme exact, par un jour et par personne dans le monde. Et voyez que les céréales, partons des céréales qui sont à 3000, vous voyez qu'il y a des pertes. Alors bien j'ai mis ensemble des pertes qui sont estimées, qui sont des pertes lors de la récolte, des pertes lors du stockage, puis on laisse aussi dans son assiette pas mal de choses. Donc ces pertes-là sont chiffrées à 15%, c'est le triangle rouge. Et elles sont un peu plus importantes pour les autres végétaux, mais parce que les autres végétaux servent aussi, dans les autres végétaux, justement la canne à sucre, mais on y viendra plus tard, ça sert aussi à faire des biocarburants, par exemple, ou bien un certain nombre de, mettons le lin est une production agricole, mais on ne mange pas du lin, hein, à part quelques petites graines. Donc, vous avez déjà une première ponction. Mais ensuite, la ponction principale, regardez à partir des céréales, la ponction principale, c'est parce que les céréales servent en grande partie à nourrir des animaux. Et vous voyez que, et là, on va passer maintenant à j'avais pas mis celui-là tout de suite pour pas effrayer, mais maintenant, on peut le regarder de près. Vous voyez que sur ce qui reste de céréales, pratiquement la moitié arrive directement dans votre assiette, ça donne des nouilles, de la farine, mais l'autre moitié aboutit dans la mangeoire des animaux. Vous me direz, bon, très bien, ça, on va le récupérer, on va avoir des blancs de poulet, des steaks et tout, c'est un détour de production. C'est pas le cas, parce que ce détour de production coûte très cher, c'est ce qu'on appelle la loi des chaînes écologiques, c'est-à-dire que quand vous donnez un certain nombre de calories à un animal pour qu'il mange, eh bien, une fois que vous l'abattez pour le manger lui, il ne vous restitue pas ces calories. Il s'en est servi pour vivre sa vie, son métabolisme, comme on dit, et il en restitue un petit nombre. Si c'est une vache, nourriture animale à l'aide de nourriture végétale, d'où le cas de l'Argentine que j'ai signalé tout à l'heure. Je vais vous montrer ici un tableau de l'augmentation entre 1961 et 2010 des différents types de viande. Hein, vous voyez. Alors, on mange de moins en moins de cheval. Hein. Bon, c'était la nourriture de l'après-guerre. Hein. Vous voyez, le bœuf, on en mange pas beaucoup plus. Ça s'est accru au même taux, vous voyez tout en bas, au même taux que la population totale. Le porc, alors là, le porc, on se met à manger du cochon beaucoup plus, n'en déplaise à certaines religions, que l'accroissement de la population. Et le poulet, c'est là vraiment le triomphe absolu en termes de viande. Vous remarquez que c'est pas si mal, c'est les deux pour lesquels le rapport de réduction des calories fournies est le plus favorable. Vous voyez les œufs, bon, le mouton, ça n'augmente plus beaucoup, le chameau, il se tient bien. Le gibier, alors là, il y a de quoi quand même être étonné. On a pratiquement doublé les captures de gibier, étonné, un peu inquiet. Même le miel, vous voyez, le miel, c'est typiquement le produit qui suit la croissance de la population. Donc, on est dans cette situation, et particulièrement le poulet et le porc sont justement des
des produits dans les pays émergents. Voilà quelques exemples de ce qui se passe. Regardez, je vous montre le cas de l'Argentine que j'ai déjà cité parce qu'il indique une des menaces à venir. Vous voyez, regardez le soja. C'était pratiquement inconnu en 61. C'est devenu une production de l'Argentine en tonnes qui est plus importante, c'est des millions de tonnes, hein, qui est plus importante que le maïs et le blé ensemble. Et vous voyez que dans le même temps, j'ai marqué la surface de blé. Le blé est produit en plus grande quantité. Hein. On est passé de 5-7 millions de tonnes à 14,9, donc un triplement presque. Mais la surface commence à diminuer parce que, et c'est là l'avenir qui se profile, plus une culture est rentable, c'est-à-dire plus les personnes ont assez d'argent pour acheter de la nourriture d'origine animale, plus le produit de la nourriture, le produit de la production de nourriture pour les animaux devient intéressant, et plus on va cultiver du maïs et du soja. C'est ce qui se passe en Argentine. Sur le tableau du bas, vous voyez ce qui est aussi en train de se passer pour le blé. Puis pour mémoire, je vous ai montré aussi la transformation dans la Chine actuelle. C'est ça la dynamique, c'est-à-dire on va vers une nourriture beaucoup plus carnée, donc beaucoup plus demanderesse de calories. Là, c'était une question sur le prix du blé. Je vais terminer par un dernier point qui est, j'ai été jusqu'ici à l'intérieur du système de production agricole, mais la production agricole désormais dépasse son propre champ et elle commence, comme vous le savez, à servir à faire de l'énergie, notamment du pétrole, notamment de l'éthanol. Et là, je vous montre quelle est la production de biocarburants à partir, vous le voyez, de blé, de canne à sucre, betterave, de maïs et de soja. Vous voyez que la croissance est impressionnante. Il était usuel, j'ai rappelé le nom de Sauvy, il avait une formule qui résumait ce que je viens de vous dire à propos du système de l'alimentation. Il disait les rivaux des pauvres qui ont faim ne sont pas les riches qui se nourrissent bien, mais les vaches des riches. Et maintenant, ce n'est plus simplement les vaches des riches qui sont les rivaux des pauvres qui ont faim, c'est les 4x4 des riches, avec l'essence, l'éthanol qui est produit. Et vous voyez le défi auquel on doit faire face, c'est-à-dire que plus le prix de l'énergie va s'élever, plus il va être tentant pour les agriculteurs de produire de l'énergie à partir de leur récolte. Et donc, plus le prix des produits agricoles va monter. Il y a toute une discussion qui précédait que je préfère laisser un peu de temps à la discussion, mais que j'aurais pu avoir sur les causes de fluctuation qui sont devenues extrêmement amples des produits agricoles. Mais derrière ces causes de fluctuation, il y a une tension à la hausse qui est liée à cette multiplication des usages de la nourriture. On peut penser que de plus en plus de production de nourriture, de production d'aliments, notamment de céréales, va être utilisée par exemple pour des matières plastiques, pour des produits courants qui étaient produits à partir de molécules, elles aussi organiques, provenant des hydrocarbures. Donc là, il y a une sorte de généralisation de l'usage de la nourriture. Elle est entrée non seulement dans un marché mondial, ce qui est assez ancien, qui remonte au moins à une quarantaine d'années, notamment les spécialistes parlaient de céréalisation du monde, c'est-à-dire comment les céréales sont devenues la nourriture principale des humains, mais derrière cette mondialisation, il y a aussi une universalisation de la nourriture. Elle sert à faire d'autres choses que la nourriture. Elle entre donc dans un marché économique général et il n'y a plus une sorte de clôture où justement le débat se jouait entre population et subsistance. C'est maintenant quelque chose de beaucoup plus large et c'est juste au fond le résumé de ce que je vous avais annoncé. On avait commencé par population face à subsistance et puis Malthus. J'ai effectivement une formation agricole, donc oui, j'ai très bien compris le sujet, mais je m'aperçois de plus en plus que les gens ne veulent pas se limiter à la subsistance. Ils veulent avoir
des voitures, ils veulent avoir des maisons, ils veulent avoir énormément de choses qui ne sont pas de la subsistance. Voilà. Non, Donc je considère que le sujet n'est que très partiellement traité. Oui, non, ça. Si vous me donnez Caire, et là, le primat a été mis sur l'éducation des femmes. Et il est clair que là où les femmes sont le plus, quand on compare le nombre moyen d'enfants par femme, pratiquement dans tous les pays, selon leur niveau d'éducation, il y a une coupure à partir du moment où les femmes sont passées par une éducation secondaire. Elles sont à ce moment-là 2 enfants ou un peu plus de 2 enfants en moyenne. C'est seulement quand elles n'ont qu'une éducation primaire ou qu'elles n'ont pas d'éducation du tout qu'on a une fécondité très élevée. Et puis, se sont présentés des cas comme celui que j'ai un petit peu détaillé, le cas de l'Iran. Le cas de l'Iran, si vous voulez, entre 1985 et 2005, où la fécondité tombe de 6,5 à 2 enfants, il n'y a pas eu un progrès spectaculaire de l'enseignement secondaire. Il y a un progrès régulier. Les femmes sont de plus en plus éduquées en Iran, mais c'est un progrès relativement lent. Ça progresse de 2-3% chaque année par classe d'âge. Donc, on a pensé qu'il y avait quelque chose d'autre. Et maintenant, on s'oriente vers une idée plus générale qui va nous ramener à l'Europe. On s'est aperçu qu'il y a dans l'Europe des 27 une régularité qui, a priori, peut paraître très curieuse. C'est que les pays qui ont la plus forte fécondité dans l'Europe des 27, c'est la France, les pays nordiques, l'Angleterre, et ces pays sont aussi ceux qui ont le plus fort taux d'activité féminine. Donc c'est les pays où les femmes travaillent le plus, où les enfants sont les plus nombreux maintenant en Europe. Et c'est les pays où les femmes travaillent le moins, sont le moins souvent actives, où la fécondité est la plus basse. C'est le cas de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie, où la Grèce a un taux d'activité des femmes qui est un peu au-dessous de 50%, la France est à 82%, et dans ces pays-là, la fécondité est de l'ordre de 1,3, 1,4 enfants, alors qu'en France, vous le savez, elle est de 2, et dans les pays nordiques de 1,8, 1,9. Et donc, l'idée maintenant est que ce qui contrôle la fécondité dans le monde, c'est le désir des femmes de parvenir à égalité avec l'homme. Et pour parvenir à égalité avec l'homme, eh bien, il faut qu'elles entrent dans la vie publique, qu'elles entrent dans l'espace public, qu'elles aient un emploi avant d'avoir une famille. Parce que si elles ont une famille, si elles commencent à faire une famille, elles ne trouveront plus d'emploi, elles auront beaucoup de mal à pénétrer sur le marché du travail. Et ce qu'on observe donc en Europe, je pense, j'ai quelques éléments qui permettent de l'extrapoler, par exemple, à ce qui se passe dans le Maghreb actuellement. Vous savez que la Tunisie est passée au-dessous de la France. On est entre 1,9 et 2 enfants par femme en Tunisie. On est à 2,3 en Algérie, 2,4 au Maroc. C'est des chiffres déjà un peu anciens. Je pense en fait que globalement maintenant, le Maghreb est passé au-dessous de la France. Et il y a une revendication d'égalité des femmes qui est extraordinairement forte et qui est d'autant plus forte qu'elles ont très peu accès au marché du travail. Les taux d'activité féminine sont de l'ordre de 25-30%, ils augmentent, mais c'est de cet ordre-là dans les pays du Maghreb. Donc je crois que le monde entier est entré dans cette transition rapide de la fécondité et finalement, pas uniquement les raisons économiques ont aussi joué, vous avez raison de les souligner, mais il y a quelque chose, je pense, de plus profond. D'ailleurs, on voit bien que si c'était les raisons économiques, il devrait y avoir à peu près la même fécondité en France et en Allemagne, et aussi en Italie. Or, en France, c'est 2, en Allemagne, c'est un peu plus d'1,4, en Italie, c'est 1,25. Juste du point de vue des dames, une toute petite précision, je pense que activité, c'est un terme de démographe. Parce que tout à l'heure, vous avez dit les femmes sans activité. Je pense qu'elles en ont quand même. Non, j'ai pas dit travail, j'ai dit activité. Professionnelle. Non, il faut, bien entendu, les femmes font la double journée. Les publications de l'INSEE sont là pour le montrer. Je ménageais. Non, vous avez raison. Non, mais j'ai pris soin. Activité, ça veut dire être intégré à la sphère publique. C'est très important. Et d'ailleurs, on voit que justement, c'est pas avoir nécessairement un emploi à temps complet. Mettons un pays comme l'Angleterre, une grande partie de l'activité
féminine est une activité à temps partiel, mais ça vous permet d'être dans l'espace public, d'exister en dehors de l'espace familial. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre intervention qui est extrêmement intéressante. Cependant, une chose m'interpelle. Le thème de votre conférence ce soir, c'était 9 milliards d'habitants sur Terre, comment les nourrir? L'eau ne serait-elle pas une nourriture pour vous? Donc ça, c'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet de ma question, c'est effectivement, la fécondité actuellement est très disparate selon les endroits du monde, selon les 5 continents. On le voit avec l'Europe, on le voit en Afrique, on le voit ailleurs. Et tout à l'heure, j'ai pu voir dans votre intervention que en 2050 environ, la fécondité serait à peu près équivalente selon les différents endroits du monde. Et ça, je ne me l'explique pas, et là, j'aimerais avoir une explication de votre part. Voilà, merci. Alors, merci pour vos deux questions. Glou d'abord. On va les prendre. Oui, la première, non, vous avez tout à fait raison, je n'ai pas abordé le sujet de l'eau. C'est un sujet qui est complexe, je ne l'ai pas abordé pour une autre raison, c'est que les problèmes posés par l'eau sont plus locaux que les problèmes généraux de l'alimentation. Quand je dis plus locaux, pas exagéré, mais quand on regarde le problème du manque d'eau à l'échelle de la planète, c'est des grandes zones, mais ce n'est pas toute la planète. Par exemple, c'est une grande zone méditerranéenne, dont même une partie de la France, et qui va jusqu'au Pakistan. Mais à côté de ça, vous avez des zones, par exemple, comme toute l'Afrique équatoriale, ou bien vous avez des zones comme tout le bassin de l'Amazone. En plus de cela, ce qui est certain, c'est que la consommation d'eau, vous le savez, pour 75% de l'eau consommée, c'est pour l'agriculture. Donc, ça va créer des problèmes. Mais mon impression, par rapport au sujet que je traitais, est qu'on est dans des questions qui sont régionales et pas dans des questions qui sont absolument mondiales. Ceci dit, elles peuvent le devenir. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de, là on entre dans une grande complexité, mais tout ce qui tourne autour de la baisse rapide des coûts de désalinisation de l'eau avec tous les procédés de double osmose. Enfin, il y a beaucoup de progrès là-dedans. Et je pense qu'il faut toujours aussi pas simplement extrapoler les quantités, mais extrapoler les progrès, si vous voulez. Donc regarder de combien on a progressé et penser qu'après tout, on va continuer à progresser. Sur le second point qui tout d'un coup... Alors, le second point, c'est simplement la fécondité. Grande disparité aujourd'hui et a priori convergence vers 2050. Oui, alors là, j'y ai fait allusion très rapidement. Pourquoi ce lissage? Oui, j'ai fait allusion très rapidement. C'est un aspect non pas de la réalité, même pas de la réalité prévue par les différents pays, mais de la volonté des Nations Unies d'apparaître, je crois que je l'ai signalé à un moment de mon exposé, de faire apparaître qu'il y a une convergence sur Terre de l'ensemble des nations et que cette convergence s'illustre par la convergence de la fécondité. Donc c'est tout à fait artificiel et j'aurais pu vous montrer que d'ailleurs, pour arriver à cet artifice, mais ça aurait multiplié les diapositives, mais j'aurais pu vous montrer les prévisions faites pour le Japon ou maintenant pour l'Iran ou pour le Japon qui est qui a une fécondité actuellement de l'ordre de un peu au-dessus de 1,3, presque 1,4, eh bien, les Nations Unies, pour que la convergence ait lieu, font remonter à 1,8 en 2050, donc prévoient en fait un baby-boom au Japon, dont personne d'ailleurs ne voit quelle serait l'origine ni la raison. Donc là, si vous voulez, c'est un aspect qui est purement politique, qui vous montre à quel point justement ces prévisions sont quand même oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre, j'ai du mal, personnellement, j'ai du mal à comprendre cette intention politique, ce bidouillage. Parce que si tous les pays ont la même fécondité, ça veut dire qu'à terme, ils ont aussi leur mortalité converge, ça veut dire qu'à terme, ils vont à peu près tous avoir à peu près pas la même population chacun, mais il n'y aura pas de creusement des différences de population entre pays. C'est une option de bisounours, de monde L'option des Nations Unies est une option de convergence, absolument. C'est postulé dans les attendus. Ils disent, on pense que... Et c'est une option curieuse d'une certaine manière. Elle n'est pas fausse à l'échelle de la planète dans les années récentes, si vous voulez. Il y a une tendance, bien entendu, à convergence. Mais si vous prenez, j'avais regardé sur les 27 pays d'Europe, eh bien, il n'y a pas de convergence. Pourtant, c'est l'Europe, pourtant, c'est un espace commun. Eh bien, au cours des 30 dernières années, les écarts de fécondité
sont la variabilité ou la variance, comme disent les statisticiens, de la fécondité est restée la même en Europe. Donc c'est effectivement un vœu pieux. C'est un a priori. Voilà, un a priori. Voilà, un a priori. Mais il faudrait que ce soit peut-être expliqué plus fréquemment alors dans la communication des Nations Unies, cette affaire-là. Enfin bon, expliquer sa politique, c'est pas toujours facile. Oui, monsieur voulait dire quelque chose. Bonsoir. Oui, c'est bon. Oui. Bonjour, Monsieur Lebrun. Vous avez fait une très bonne exposé avec plein de données que cela devrait nous permettre d'avoir des sorties de la salle et avoir des idées plus précises sur le problème de la population. Alors, mais vous avez commencé en parlant de Malthus. Et d'après de mes connaissances précaires sur le sujet, j'ai toujours entendu que Malthus, au malthusianisme, est équivalent à fasciste, eugéniste, ou malthusianisme, il est très très péjoratif dans les connaissances actuelles. Donc, vous avez dit que les scientifiques ne répondent pas toujours aux questions parce que ce n'est pas toujours possible, mais je suis venu vous écouter avec beaucoup de plaisir parce que le sujet, la question était posée, la Terre est-elle trop peuplée? Et je crains de sortir de la salle sans avoir une idée précise si, à votre avis, la Terre elle est trop peuplée ou pas. Et si vous pouvez nous aider, en tout cas à ma personne, à départager cette situation, cette question, et expliquer votre point de vue. Je ne vous demande pas de refaire votre exposé. Mais oui ou non, il est trop peuplé à votre avis, ou est-ce qu'il manque de ressources? Monsieur Lebras, nous avons les moyens de vous faire parler clair. Je parlais de numerus clausus au départ. Alors, y a-t-il atteint? Y en a-t-il un ou pas? Alors, je vais vous répondre sur ce point-là, puis je redirai un mot sur Malthus. Sur ce point-là, c'est ce tableau-là. C'est-à-dire que, pour moi, la question est mal posée. C'est-à-dire que vous ne pouvez résoudre la question, et au minimum, il y a encore d'autres paramètres, mais que si déjà vous décidez du type d'alimentation qui est recommandé. Autrement dit, ce que dit ce tableau-là, il dit si l'alimentation est une alimentation à dominante végétale, la Terre est loin d'être trop peuplée. C'est les 10,6 milliards. Si l'alimentation est à dominante animale, ça dit, eh bien, la Terre est d'autant plus peuplée qu'on mange plus de viande, de fromage, de beurre, et qu'on consomme plus de lait. Voilà la seule réponse que je puisse donner. Sinon, si j'allais plus loin, ça voudrait dire que je recommande un régime particulier. Mais ça, moi, je vous dirai pas mes préférences en termes d'alimentation. Là, je vous laisse choisir simplement. Ce que je dis aussi là-dedans, c'est que ce n'est pas une fatalité. Très souvent, la démographie est présentée comme une fatalité. Par exemple, un autre sujet actuellement, le vieillissement, comme si c'était une fatalité. Non, il y a des tas de moyens. C'est simplement la démographie pose des choix. Il y a des choix à faire en fonction des évolutions démographiques. Et là, ce que j'ai cherché à vous montrer, c'est qu'il y avait des choix à faire et que, en fonction de la part de nourriture produite qu'on allouerait aux animaux ou aux biocarburants, eh bien, on serait plus ou moins bien nourri et à ce moment-là, on pourrait nourrir plus ou moins d'humains. Mais je ne peux pas, voyez, je peux pas dire c'est temps. C'est le type même de question qui est assez mal posée. Et très souvent, les questions qui sont justement posées sous cette forme sont mal posées. Pendant longtemps, les démographes ont justement recherché quel était l'optimum de population. Oui. Mais il y avait Alfred Sauvy qui avait passé du temps, finalement avait conclu il y a autant d'optimum que de points de vue possibles et de manières de définir l'optimum. Il n'y a pas d'optimum de population sur un territoire donné. Donc, vous n'aurez pas de réponse, vous sortirez sans réponse. Sur le point de Malthus, oui, eugénisme, non, l'eugénisme date disons, il date du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, il est post-darwinien. C'est l'application erronée d'une lecture erronée de Darwin à l'espèce humaine. Mais Malthus était un réactionnaire, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Oui, il n'y a aucun problème. Il était pour la suppression de l'assistance aux pauvres, par exemple,
Donc il y a tout un chapitre de Malthus qui est très marqué idéologiquement. Mais en ce qui concerne la population, c'est ce que je vous en ai montré. Et en France, le mot, quand vous dites malthusianisme, c'est le problème aussi des traductions. Quand vous dites malthusianisme à un Anglais, la signification de malthusianisme pour un Anglais, c'est mariage tardif. Et d'ailleurs, dans le petit texte que je vous ai lu, il était recommandé, ou plutôt il était dit, à partir du moment où la situation des pauvres se dégrade, eh bien, ils retardent leur mariage. Et c'est effectivement, à l'époque de Malthus, ce qui se produisait. Il y a une très grande et très belle étude faite par le groupe de Cambridge sur la population anglaise de 1530 jusqu'à 1830, où on voit que l'âge au mariage suit assez fidèlement le prix du blé. C'est-à-dire, plus le prix du blé augmente, plus on se marie tard. Et donc, il y a une régulation de la population. C'est ça le malthusianisme disons d'ailleurs pour presque tout le monde, autre que les Français. Mais comme les Français très tôt ont eu une faible fécondité et ont vu leur population stagner à partir de la fin du XIXe siècle, le mot malthusianisme est apparu comme un résumé de leurs mots. Et il a été extrapolé, et notamment dans les années 30, on a commencé à parler de malthusianisme économique, ce qui veut strictement rien dire. Mais pour un Français, le mot malthusianisme, c'est dire oh là là, c'est le plus péjoratif qui soit. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est vieux, qui ne prend aucun risque, parce qu'il pense que tout est limité, qu'il n'y a pas de progrès possible. Mais c'est pas du tout le sens, c'est le sens populaire et semi-populaire que ça a pris, c'est le sens que ça prend assez souvent dans des discours politiques, mais ça ne correspond pas du tout. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est en vous montrant le petit graphique au début sur Malthus, c'était justement pour vous montrer que c'était pas du tout Malthus quelqu'un qui croyait qu'il y avait une limite, c'est quelqu'un qui simplement pensait qu'il y avait un mécanisme d'augmentation de la production et d'augmentation de la population. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. J'ai bien peur d'être sur le point de vous taquiner, en fait, parce que je voudrais rebondir sur la première question et sur la dernière question. L'exposé, le titre de votre exposé, c'est « La Terre est-elle trop peuplée ?» Alors, vous avez magistralement exposé le problème de la subsistance, et là, on est complètement rassuré, je dirais. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. J'ai un souvenir en Chine, on a passé 3 semaines avec 0 degré à l'extérieur, 0 degré dans le bureau, 0 degré dans la chambre. Je ne pense pas que j'aurais survécu longtemps dans ces conditions. Et on entend ici ou là, ou on lit ici ou là, que si on voulait assurer à l'ensemble de la population humaine un niveau de vie, disons, moyen, satisfaisant, il faudrait 6 ou 7 planètes. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on peut élargir le débat à ce niveau global? Et est-ce que ce qu'on lit à ce propos-là est correct, ou est-ce que c'est une ineptie complète? Voilà, c'est la question. Donc on sort uniquement la subsistance de la nourriture, enfin de l'aliment, en parlant d'un mode de vie là. Est-ce que effectivement on a besoin de cette planète pour vivre tous comme des Français ou des Américains, peut-être plus de planètes encore? Disons que d'abord, traditionnellement, la question et je vous l'ai montré sur le tout premier exemple avec Petty, la question de la population maximale a été posée en termes de vivre. Et presque toujours, par la suite, elle a été posée en termes de vivre parce que on peut vivre à 0 degré, après tout, les Esquimaux s'en tirent pas mal. On peut vivre sans voiture, on peut vivre sans un grand nombre de choses, mais on ne peut pas vivre sans nourriture. Donc, effectivement, on a centré cette question, et j'ai centré cette question sur les subsistances. C'est aussi la manière dont elle est posée. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu une très belle tentative qui était, vous le savez, en 1972 et puis en France en 1974, fin 73, qui était le livre du Club de Rome des époux Meadows qui s'appelait The Limits of Growth, les limites de la croissance, où effectivement il y a eu intégration outre la nourriture, de la pollution, de la consommation des différents types de métaux, de l'énergie. Depuis, finalement, il n'y a pas eu vraiment de travail global de ce type, alors que sur les questions de nourriture, ce n'est pas de mon invention, ça suit un certain nombre de travaux, y compris d'ailleurs de travaux de prévision menés à l'INRA, parce que
un peu comme je l'ai dit, on arrive assez bien, ou relativement bien, à spécifier les termes du débat. C'est beaucoup plus difficile de les spécifier et de spécifier les alternatives dans le cas où on introduit à ce moment-là l'énergie, où on introduit. J'aurais pu, dans le livre que je vous ai cité, je m'étais risqué sur les questions d'énergie, parce que là aussi, il y a un certain nombre de degrés de liberté, mais il y a des blocages beaucoup plus grands. Je pense que j'aurais eu du mal à répondre à l'ensemble du problème, pour être un peu modeste. Je trouve que déjà, essayer de manier l'ensemble de la question subsistance et population est très difficile. Dans le livre dont je parlais, j'avais traité le système par grands ensembles, j'avais traité le problème par grands ensembles régionaux quand même, parce que au fond, la situation de l'agriculture est extraordinairement différente si vous êtes dans des pays du sud-est asiatique en termes de faire-valoir, en termes de durabilité des terres, etc., que si vous êtes sur le continent sud-américain ou que si vous êtes sur le continent africain. Donc, j'ai peur, si vous voulez, que déjà, suite à la question précédente, ayant montré que je n'étais pas capable de répondre à quelle est la population maximale de la Terre, rien que pour la nourriture, cette fois-là, si je mets les voitures, la chaleur, je crois que je déclare forfait. Et monsieur, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. La démographie, c'est une discipline intéressante parce qu'elle est au confluent du très intime et du très politique. Le très intime, c'est le comportement des couples. Et le très politique, les pays, la population est un des indicateurs de puissance dans les relations internationales. Tout à l'heure, vous avez expliqué l'évolution de la fécondité par l'évolution de la place de la femme dans la société. Je suis évidemment d'accord avec cela, mais il n'y a pas que cela, à mon avis. Parce que si on voit les différents pays d'Europe, il y a des politiques familiales d'un pays à l'autre qui sont assez diverses, et il est en général admis, quel que soit le gouvernement en France, sur une certaine longue période, qu'on a une politique familiale qui, globalement, est plutôt nataliste, à travers le quotient familial, à travers les allocations familiales, même si elle n'est pas parfaite et qui manque des équipements de la petite enfance. Ce que vous avez dit tout à l'heure semblerait sous-entendre que les politiques familiales publiques sont sans incidence sur la fécondité. Je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus. Ah, c'est une très bonne question, et question d'actualité, comme vous le savez, puisqu'il y a eu un petit peu de remous sur le quotient familial dans ces dernières semaines. Alors, c'est une très bonne question aussi, je trouve, la façon dont vous l'avez introduite, en disant l'intime et le politique. Sur d'abord l'efficacité des politiques familiales. Il y a eu beaucoup d'études économétriques qui ont tenté de voir si les politiques familiales entraînaient une fécondité plus élevée. Le résultat de ces études est que non. C'est-à-dire, il y a très peu de relation entre le niveau de politique familiale et le niveau de fécondité. Particulièrement, il y a très peu de relation à court et moyen terme. Ce que je pense, c'est que la relation est à très long terme. Et je vais vous l'illustrer par l'exemple de l'Allemagne. France et Allemagne sont à peu près au même niveau économique, même si pour l'instant ça va un peu mieux de l'autre côté du Rhin. C'est à peu près au même niveau d'éducation, etc. C'est deux pays comparables. Depuis maintenant 30 ans, sans discontinuer, la fécondité allemande est de 1,5 enfant de moins que la fécondité française. Quand on met les deux courbes, c'est une chose que j'aurais pu vous montrer, c'est absolument surprenant. Même quand l'une monte un peu, l'autre monte un peu, l'autre descend. Donc on s'est beaucoup demandé, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et la réponse a été la politique familiale. C'est le gouvernement Schröder qui a donné premier cette réponse et qui a donc décidé d'implanter une politique familiale en Allemagne. Le résultat, c'est qu'il n'y a eu aucun effet. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et vous allez voir la complexité de la situation. Il y a une chercheuse du CNRS, une directrice de recherche, Jeanne Fagnani, a fait un livre sur le sujet. Elle a eu l'idée d'aller voir dans les traités de psychologie de l'enfant, ce que lisent les genres Dr Spock, etc., ce qu'on lit en France et en Allemagne.
Les traités ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. En France, on insiste sur la socialisation précoce de l'enfant avec des enfants de son âge. C'est-à-dire, autrement dit, c'est bien de les mettre en maternelle, c'est bon pour eux, c'est aussi en crèche. Et on insiste, et il y a eu au fond, on peut même dire une propagande très forte, particulièrement dans l'entre-deux-guerres, contre l'enfant unique. C'était le thème, l'enfant unique s'ennuie. Et il y a même toute une iconographie sur ce sujet. Donc quelque part, dans la mentalité française, d'une certaine manière, c'est à l'État de prendre en charge en majeure partie la socialisation de l'enfant. En Allemagne, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est responsable dans les traités de l'enfance, ce qui est responsable de la qualité de l'enfant, c'est uniquement la mère. Si par exemple une mère travaille trop vite après avoir donné naissance à son enfant, les Allemands ont une formule, ils l'appellent une Rabemutter, une mère corbeau. C'est une mère qui est indigne parce qu'elle compromet la qualité de l'enfant. De la même manière, quand un second enfant arrive, ça pose un gros problème. Ça va aussi en partie nuire à la qualité du premier enfant. Donc il y a un frein qui cette fois-ci est un frein dans les mentalités, qui n'est pas ni un frein économique, ni un frein politique. Et j'ai été intéressé par le fait, je me suis dit, mais puisqu'il y a eu tellement d'argent qui a été versé pour créer des crèches et des maternelles en Allemagne, on devrait quand même en voir un résultat. Et il y a une étude qui explique pourquoi il n'y a pas de résultat, c'est que cet argent est donné, c'est les Länder, donc les régions allemandes, qui doivent construire, installer des crèches et construire des maternelles. Et cet argent n'a pratiquement pas été dépensé. Il n'a pas été dépensé parce que les partis politiques qui sont au pouvoir dans les Länder estiment que ça nuirait gravement à leur image et à leur crédibilité. Ils apparaîtraient comme peu soucieux de la qualité des enfants. Donc les crédits sont restés inemployés. C'est là qu'on sent le poids des mentalités. Pour que les mentalités changent en Allemagne, ça prendra peut-être une génération, peut-être deux. Et ça a mis énormément de temps en France. Autrement dit, à la fois, je répondrai comme au début négativement, les politiques familiales n'ont pas d'effet sur la fécondité, et positivement, à très long terme ou à long terme, elles ont sans doute un effet important parce qu'elles modifient les mentalités, mais pas du tout parce qu'elles apportent tel ou tel avantage plus rapide. Voilà un peu l'état de la question. Oui, madame, bonsoir. Oui, monsieur, pardon, je vous voyais mal. Voilà, allez-y, bien fort. J'ai une toute petite question. Là, on a bien compris, effectivement, que la limite de la population mondiale dépendait essentiellement du mode d'alimentation. Mais est-ce qu'on a des explications sur pourquoi, par exemple, la France s'est orientée à 45% sur une alimentation de type animal, alors qu'on aurait très bien pu rester sur des alimentations plus céréalières? Alors, c'est culturel aussi, ça? Oui, je pense. Enfin, il y a un ouvrage, peut-être, il y a un très bon spécialiste de ces questions en France qui est Alain Fischler, qui a écrit plusieurs ouvrages sur cette question, mais il n'y a pas de réponse, simple parce qu'effectivement, vous avez raison, on est dans un domaine de mentalité. Il n'y a pas eu de choix consciemment fait pour cela. On sera peut-être amené à les faire parce que je n'ai pas du tout parlé d'un autre aspect de la démographie qui est la mortalité, mais vous savez que désormais, on est très optimiste sur l'évolution de la baisse de la mortalité en Europe, et particulièrement en France, où c'est tout à fait spectaculaire, c'est plus rapide qu'à pratiquement toutes les périodes statistiquement connues de notre histoire, mais aux États-Unis, la mortalité a cessé de baisser, elle est stationnaire, et les auteurs américains qui travaillent sur le sujet montrent que c'est assez largement dû à l'obésité. Et donc il y a une menace qui est cette montée de l'obésité. Et cette montée de l'obésité a bien entendu un rapport avec l'alimentation. Donc on va entrer sans doute par ce biais-là dans une politique sans doute plus dirigiste de l'alimentation. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Une question aussi qui suit un peu la question. Bien fort, bien fort. Une question qui suit la question qui vient d'être posée sur justement les régimes alimentaires. Si on peut espérer effectivement que certains pays réduisent leur consommation alimentaire, notamment en viande, je me dis que ça pèsera peu face à l'augmentation
de la consommation en viande qu'on peut craindre dans les pays asiatiques et en Chine. Et quel est votre avis par rapport à ça? Oui, non, je serais assez d'accord avec vous. En même temps, mais ça ne ferait entrer dans plus de détails. J'avais regardé, cette augmentation est assez spectaculaire, mais au rythme, elle est d'à peu près la part de nourriture animale dans l'alimentation augmente à l'échelle du monde d'un peu plus de 1% par an. C'est quand même, disons, dans les 30 ou 40 années à venir, sans doute gérable. C'est pas, j'ai un peu je crois, noirci le tableau. Alors, sinon, il y a quand même, et ça rejoint la question précédente, il y a quand même un fait qui est relativement troublant, c'est que le pays qui est de loin la plus grande espérance de vie au monde, qui est le Japon, est un pays où la consommation de nourriture animale est relativement faible et où l'obésité est très faible. Donc là, on a une sorte de modèle qui est au fond valable à l'échelle du monde. Oui, madame, bonsoir. Allez-y, appuyez sur le petit bouton. Voilà. Voilà, c'est fait. Merci de me donner la parole. Donc en fait, moi j'interviens un petit peu pour savoir que, sachant que les logements pour les habitants de la planète poussent comme des champignons, que la production des aliments végétaux pour animaux, par voie de conséquence, diminue par voie de conséquence les espèces végétales naturelles. Je pose un petit peu mes choses en vrac pour je vous dire où je veux en venir, et ainsi que la question que je me pose, c'est quelles seront les conséquences, parce qu'en fait on a beaucoup parlé dans les schémas de production d'aliments pour les animaux, mais on sait bien que par voie de conséquence ça diminue aussi les autres espèces végétales de la planète. Et on en a tous besoin, tout être vivant, en fait. Tout à l'heure, on a parlé de l'eau. On ne va pas tout aborder en même temps, mais il y a plein de paramètres indispensables, de toute façon, à l'homme en général. Et étant donné que tout ça, la surpopulation est indéniable et puis continue de progresser, à un moment donné, jusqu'où ça va aller? Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est la biodiversité qui est en jeu, voilà, c'est ça? En fait, quelle sera, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, quelle sera la conséquence de qualité de vie ou de survie sur cette planète? Voilà, tout simplement. Oui. Là, je crois que M. Lebras avait parlé de la subsistance nutritionnelle, la qualité de vie, je crois que vous l'avez renvoyé avec les 4x4 tout à l'heure, mais ça c'est pas bon. Je vais dire un mot plus positif que les 4x4 sur la qualité de vie. C'est vrai que il y a une assez grande angoisse par rapport à des affaires spectaculaires, pas Mediator et autres, qui montrent que la confiance qu'on peut avoir dans les médicaments est sans doute mal fondée dans certains cas. Même chose pour un grand nombre de produits alimentaires. Les pollutions augmentent, donc on a l'impression qu'on est de plus en plus menacé. C'est dit, de mon point de vue, qui est un point de vue un peu peut-être froid, je regarde, est-ce qu'on meurt plus? Parce que quand même, si on est menacé, c'est que... Et est-ce qu'on est plus malade? On y viendra après. Est-ce qu'on meurt plus? Eh bien, est-ce qu'on meurt plus? Il n'y a que la Russie. Non, mais bien 60 ans. Et il n'y a que la Russie. Non, je pourrais revenir là-dessus, mais bien sûr, quand vous faites un raisonnement sur 184 pays, il y en a peut-être un ou deux où ça marche, où la question se pose différemment. Il y a une grande diversité humaine. Mais ce qu'on cherche à faire dans ce type de travail, c'est à trouver des règles en moyenne ou des règles statistiques. Il y a toujours des cas particuliers. La Russie est un cas extrêmement particulier. Je peux le détailler, y compris étant donné l'évolution de son système de santé depuis 1989 et même avant, etc. Mais globalement, si vous prenez, je vais me limiter d'abord à un pays comme la France, si vous prenez la France, vous regardez, et je l'ai signalé tout à l'heure, malgré tous ces problèmes de médicaments, de pollution, d'alimentation,
l'espérance de vie augmente rapidement. Et quand on regarde, il y a eu un très bon travail de fait par l'INSERM, on regarde quelle est l'évolution de la mortalité pour chacune des 9 grandes causes de mortalité. Là, au moins, on peut voir, eh bien, pour chacune de ces 9 grandes causes de mortalité, depuis 50 ans, la mortalité a constamment diminué. Pour chacune, elle a constamment diminué, pas constamment, elle diminue pratiquement constamment à partir de 1975. Elle monte encore un peu dans certains cas avant 1975, mais même pour le cancer, il y a une diminution lente. Pour les maladies coronarielles, divisé par 3 le risque. Même pour les maladies épidémiques, on pourrait penser que l'épidémie du sida c'est vrai que ça a été un drame, mais on voit là tout d'un coup un pic en 84 commencer, monter, et ben on est retombé au niveau qui était et même au-dessous du niveau avant le sida. Donc il y a un côté quand même très positif. Peut-être c'est la résistance de l'être humain qui est formidable, mais il y a un seul cas quand on entre dans le détail. Par exemple, quand on prend les causes de cancer, il y a 2 cas où la mortalité par cancer augmente, et puis je ferai un post-scriptum ensuite. Mais il y a 2 cas où la mortalité augmente par cancer, c'est chez les femmes, le cancer du poumon et le cancer des voies aériennes digestives supérieures. C'est VADS. C'est-à-dire, vous avez deviné comme moi, c'est que les femmes fument plus maintenant que leurs consommateurs. Donc là, c'est la seule. Alors, ceci dit, j'ai l'impression de décrire une situation formidable, rose, où tout va pour le mieux. Ceci dit, il y a du pour et du contre. Le contre est le suivant, notamment dans le cas du cancer. On a un institut international du cancer à Lyon qui mesure quelle est l'incidence, c'est-à-dire pas quel est le décès, comme on le fait plus facilement avec les statistiques de l'INSERM et de l'INSEE, mais qui mesure est-ce qu'on a plus souvent des cancers. Et la réponse c'est oui, c'est-à-dire l'incidence de plusieurs cancers augmente nettement. Donc on est dans la situation suivante où d'un côté l'incidence augmente, mais de l'autre côté les soins progressent plus vite et donc la mortalité diminue. Il faut bien voir que c'est une course dangereuse, c'est-à-dire qu'il va falloir dans l'avenir que les soins continuent à être plus rapides que la dégradation, sans doute cette fois-là justement de l'environnement. Donc il y a deux attitudes face à ça. Il y a une attitude qui dit bon ben visiblement l'environnement c'est quelque chose qui augmente l'incidence, donc qui est dangereux, donc il faut stopper, il faut immobiliser les choses, il faut faire en sorte que l'environnement que la dangerosité de l'environnement cesse. Et puis, il y a une autre réponse, qui est la réponse actuelle, qui consiste à dire, eh bien, il faut faire face. On est face à des évolutions très lourdes, et des évolutions internationales, mais il y a un moyen de s'en tirer, pour l'instant, et sans doute on s'en est tiré depuis très longtemps de cette manière-là, c'est de faire de la recherche médicale, c'est de faire progresser les traitements, et c'est surtout de les démocratiser. Si vous lisez actuellement les livres qui paraissent sur l'économie de la santé, sur les coûts de santé, ils insistent particulièrement sur ce point. C'est assez largement la démocratisation d'un certain type de nombre de soins, par exemple le remplacement des pontages par des petits ressorts, des choses de ce genre-là, qui ont eu un rôle important dans le fait que la mortalité ait baissé plus vite que l'incidence n'augmentait. Dernier point sur ce sujet-là, on parle toujours justement de mortalité ou d'incidence, mais on commence à bien mesurer ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, ou bien l'espérance de vie sans incapacité. Alors je vous passe les détails, il y a eu des milliers de réunions internationales pour arriver à bien définir, parce que la mortalité c'est assez simple à définir malgré tout, mais la bonne santé c'est une autre paire de manches. Et donc on a à peu près un accord international et on commence à avoir des statistiques relativement sur une vingtaine d'années, relativement longues sur la bonne santé. Eh bien, ce qui se passe actuellement, c'est que presque partout, l'espérance de vie en bonne santé augmente plus rapidement que l'espérance de vie totale. Ça veut dire que le nombre moyen d'années passées en mauvaise santé a tendance à diminuer. Et là, je pourrais vous montrer énormément d'éléments qui vont dans ce sens-là. C'est par exemple dans les pays, et on va revenir à la Russie, c'est dans les pays où on meurt le plus que l'écart entre les deux espérances est le plus fort. C'est-à-dire, non seulement ces pauvres Russes, ils meurent en moyenne, les hommes, à 60 ans, mais ils passent 10 ans en mauvaise santé. Si vous prenez les Japonais, les hommes,
il meurt au-delà de 80 ans, je crois que c'est 81 maintenant le chiffre, et il passe que 5 ans en mauvaise santé. Si vous prenez en France, et ça c'était important et ça n'a pas été assez mis sur le tapis bien sûr au moment de la réforme des retraites, si vous prenez en France par catégorie socio-professionnelle, eh bien c'est non seulement bien sûr les catégories supérieures qui vivent plus longtemps, vous savez que compter à partir de 35 ans, l'écart entre les manœuvres et les cadres supérieurs et professions libérales est de 7 ans, mais en plus de cela, il y a un écart équivalent entre l'espérance de vie en bonne santé des uns et des autres. Autrement dit, mettons dans la dernière enquête qu'avait faite par exemple Jean-Marie Robin à l'INSERM, on voit que les cadres supérieurs passent 4 années de vie en mauvaise santé en moyenne, alors que les employés et les ouvriers passent 5 années et demie. Donc là, il y a vraiment une tendance lourde, mais en même temps, d'une certaine manière, ça veut aussi dire que les conditions générales, c'est pas simplement la mort qui recule, c'est les conditions générales d'existence s'améliorent d'une certaine manière. Punissez-moi si je dis trop de bêtises, disputez-moi. Mais j'ai l'impression que Madame voulait aussi dire. Oui, bon, alors s'il faut, voilà, c'est ça. Je peux le dire par moi-même, vous savez. Je peux le dire par moi-même, je vais parfaitement m'en exprimer. Non, mais c'était pour aller vite. J'ai pas répondu, non mais j'avais noté. Je voulais simplement parler du déséquilibre de la nature, tout simplement, que l'espace naturel serait divisé considérablement. Et je voulais savoir jusque quand l'homme pourrait vivre dans ces conditions-là. Etc., c'est ça. Non, je vais répondre. Et je vous remercie beaucoup de me répondre avec. Non, mais j'avais marqué sur mon petit cahier qu'il y avait cet aspect au début de votre question, qui est compliqué d'ailleurs. Alors, ce qu'on sait, c'est que et vous l'avez un peu vu dans les quelques tableaux, mais ces tableaux, c'est toujours dur à lire, c'est la surface cultivée sur Terre est à peu près restée constante depuis une trentaine d'années. Alors, ça masque, et vous avez raison de le souligner, ça masque une évolution qui est la suivante, et qui effectivement est préoccupante, c'est qu'elle est restée constante parce que d'un côté, on a perdu de la surface à cause de l'extension des villes et des systèmes routiers très nettement, et que de l'autre côté, on a gagné de la surface agricole en défrichant des forêts. C'est particulièrement ce qui a été vu notamment en Indonésie avec la question. Et remarquez que l'Indonésie, c'est la question de la production de l'huile de palme. Et le Brésil, c'est la question de la production des agrocarburants. Il faut bien voir que pour l'instant, disons, ce qui mange de l'espace agricole, et c'était une partie des chiffres que j'ai montrés le disait clairement, c'est les usages non alimentaires de l'agriculture. C'est ça qui est en train de se produire. Et de ce point de vue-là, autant je pense qu'il faut vivre, peut-être même faut-il bien vivre du point de vue nourriture, autant là, on peut se poser des questions un peu plus morales. Oui, pardon. Alors, attendez, un petit mot, il nous reste 3 minutes, si on veut être dans les clous. Une question qui est peut-être un tout petit peu... oui, c'est à moi Oui. Une question qui est peut-être un tout petit peu hors sujet, vous concernant, mais je la pose quand même. Une chose qui sera, à mon sens, inéluctable dans les décennies qui viennent, voire dans les siècles qui viennent, c'est effectivement la montée des eaux, la fonte des pôles, etc., etc. Donc effectivement, les territoires habitables et cultivables vont se réduire assez sensiblement. Et là, effectivement, on va être devant un problème relativement difficile à résoudre, pour ne pas dire irrésolvable. Que pensez-vous de cette question-là, même si c'est un petit peu hors sujet par rapport à votre débat ce soir? C'est une question qui est beaucoup agitée actuellement en démographie, notamment par exemple la question des migrants écologiques. Voilà une forme de cette question. Ceci dit, la situation autant du point de vue du réchauffement, la situation est claire. Les derniers chiffres qui ont été produits, qui ont corrigé les quelques erreurs qui tenaient au fait de l'urbanisation, etc., montrent qu'il y a réchauffement. Là, il n'y a pas de doute. Le relèvement du niveau des mers, c'est pas disons que c'est très peu sensible actuellement. On a fait des mesures, on pensait que c'est le Bangladesh qui était le plus menacé. Le résultat des dernières mesures est un peu surprenant. Ils ont un tout petit peu gagné de terrain parce que
tout dépend d'un équilibre entre une hausse des niveaux de la mer qui est quand même assez lente et puis les apports de limon par les grands fleuves. C'est comme ça que se règle la question. Alors, est-ce que si on pousse plus loin en supposant un fort réchauffement, il y aura des perdants et des gagnants, c'est surtout ça qu'on peut dire, et il y aura des gagnants. Les Russes seront parmi les gagnants, et ils commencent déjà à bâtir des plans sur l'avenir, avec tout ce qu'ils ont de Sibérie, ça leur paraît très intéressant, ce réchauffement. Paradoxalement, il se trouve qu'hier, je discutais, et ça nous rapproche de votre région, avec des personnes qui s'intéressent aux porte-containers et tout ça, notamment liés au port du Havre. Et ils m'ont signalé que, il faut un petit peu mettre d'animation à la fin de la soirée, ils m'ont signalé que les Hollandais sont en train de construire une île artificielle, donc eux n'ont pas trop peur à la sortie du Rhin, là, à l'endroit où le Rhin et l'Escaut se rencontrent, une énorme île artificielle pour relocaliser l'aéroport de Schiphol qui est trop dans la ville, d'une part, et puis pour mettre des grands entrepôts de conteneurs, parce qu'ils pensent que la fonte des glaces va permettre d'exploiter le passage je crois que ça s'appelle le passage du Nord-Ouest, oui. Qui permettra de venir directement d'Asie en passant par la voie polaire et on arrivera pile sur la Hollande. Et dans ce cas-là, donc, vous voyez, c'est assez compliqué cette question quand on entre dans le détail des gagnants et des perdants, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà des pays qui se mettent en position de gagnants. Il y a des pays qui, bien sûr, disent on va perdre beaucoup, et il y en aura qui perdront. Mais il y a aussi des pays qui gagneront. Faire le bilan d'ensemble, c'est pas simple du tout. Et je connais pas je connais pas de publication où ce bilan a été fait sérieusement. Et pour conclure, je vais déclencher la polémique probablement, mais vraiment pour conclure, qu'est-ce que vous pensez, mais alors vraiment en un mot, mais ça m'intéresse tellement, qu'est-ce que vous pensez de la recherche en matière nutritionnelle grâce aux OGM? Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut venir compenser mon Dieu, un certain nombre de manques et un certain nombre de difficultés? Est-ce que dans la marchandise perdue, ne plus la perdre grâce au génie génétique, la rendre insensible aux parasites, etc., ça peut être un progrès qui va pouvoir se voir sur les courbes? Écoutez, je crois que j'ai déjà donné ma position en parlant de la mortalité. Oui, c'est-à-dire, j'ai entendu passer. Oui, donc ma position, je ne connais pas le détail des OGM, mais ma position est la même. On est entraîné dans un mouvement, je pense qu'on doit faire face à un mouvement et que je suis en particulier, tant que je n'aurai pas de preuves d'une très grave infestation, d'une catastrophe causée par les OGM, je suis en faveur des OGM. Je pense qu'on est devenu de plus en plus frileux, et notamment avec ce soi-disant principe de précaution, on en vient à refuser des risques qui sont extrêmement minimes, et malheureusement, ce qui est d'ailleurs le paradoxe, c'est qu'en même temps on nous dit « Ah, mais pour se développer, il faut prendre des risques ». Mais alors dès qu'on entre dans le domaine plus général, c'est le risque zéro qui est, me semble-t-il, une aberration. Donc ma réponse est clairement que je suis partisan jusqu'à preuve du contraire, mais je veux bien qu'on m'apporte la preuve du contraire. Je n'ai vu que des raisonnements sur ce sujet-là. Je suis partisan des OGM. De toute façon, à nouveau, si l'Europe n'est pas partisane des OGM, le reste du monde l'est. Maintenant, le fameux soja argentin est un soja OGM. Hervé Lebras, vous pouvez le lire aussi dans le magazine La Recherche. J'aimerais que nous prenions rendez-vous pour le 22 mars, où nous parlerons de quoi déjà? Ah oui, du fonctionnement de la mémoire humaine avec Francis Eustache, et puis que nous remercions Hervé Lebras. Merci. Alors il est allé en Savoie et le Z ne se prononce pas. Ah non, non.